Philippe Juvin, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Vous êtes maire LR de la Garenne-Colombes, mais vous êtes surtout pour nous ce matin candidat donc à la primaire qui agite les Républicains. Un mot sur le parti d'Édouard Philippe, Horizon. Est-ce que cette initiative vous intéresse, vous attire à moyen ou long terme ? Horizon, c'est, je crois, ce qu'on n'atteint jamais, ce qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Non, enfin, plus sérieusement, pourquoi pas, c'est quand même une opération politicienne, tout le monde l'a compris. Il s'agit pour l'ancien Premier ministre d'attirer à lui un certain nombre d'électeurs de la droite en vue de l'élection présidentielle pour favoriser la réélection d'Emmanuel Macron. Bon, d'électeurs et d'élus locaux. Bien entendu, oui, électeurs, élus locaux. Tous ceux qui pourraient imaginer passer dans le camp Macron, eh bien, il leur faut un réceptacle. C'est le réceptacle Macron de droite. Vous disiez, il y a un mois, la question n'est pas à l'ordre du jour à propos d'Éric Zemmour. Est-ce que vous le diriez encore aujourd'hui, alors qu'il est monté dans les sondages ? Non, c'est pas qu'il est monté dans... Non seulement il est monté dans les sondages, vous avez raison, mais en plus, il est candidat, enfin quasi-candidat. On a tous compris que... Lui, c'est plus hypocrite qu'Hippocrate de dire qu'il n'est pas candidat. Non, je dirais pas jusque-là. Non, mais Zemmour, de toute façon, il a une stratégie. Sa stratégie, c'est qu'il veut être candidat. Il sait que plus il sera candidat tard, mieux ça sera pour lui. On viendra le chercher sur le taux de TVA, sur le nombre de médecins en France et sur ces sujets un peu techniques et pourtant très importants pour la vie des Français, le jour où il sera candidat. N'étant pas candidat officiellement, c'est lui qui fixe les sujets qu'il évoque. Des sujets très idéologiques, c'est peut-être aussi une idée à saisir à droite. Il faut poser des grandes questions idéologiques pour intéresser les Français, pas seulement le taux de TVA. Ah mais ce qui est certain, c'est que Zemmour est fort parce que nous sommes faibles. Zemmour prospère dans une sorte d'immensité, de vacuité du débat politique. Zemmour, en fait, redonne goût aux Français du débat. Voilà, il dit, moi, je suis là pour débattre, je suis là pour mettre sur la table des idées. Il y a une part de retour du refoulé, pour prendre une expression un peu freudienne, mais oui, nous reprendrons la main le jour où nous réussirons à recréer de la dispute intellectuelle. Est-ce que ce n'est pas une erreur, dans ce cadre-là, d'avoir fixé un congrès aussi tard, le 4 décembre, pour choisir votre candidat ? Oui, j'entends cette petite musique. Moi, j'y crois pas du tout. Non, je pense que le 4 décembre, c'est bien, et c'est même... en réalité, pour être plus précis, il y a deux choses. Évidemment, il aurait fallu que nous ayons notre candidat depuis longtemps, mais enfin, on s'y est pris très tard. Mais maintenant, le 4 décembre, il ne faut plus le bouger. Pourquoi ? Parce qu'on a 6 semaines d'ici là, 8 semaines. Ces 8 semaines, mettons-les à profit pour créer du débat. Il n'y aurait rien de pire que de dire c'est X ou Y le candidat sans aucun débat. Regardez les écolos. Finalement, au-delà des postures un peu dingos de certains, ils ont créé le débat, ils ont créé l'intérêt pour la politique. Les Français adorent le débat, adorent la politique. Nous devons débattre entre nous et redonner envie. Alors, ils ont créé le débat en ayant une primaire ouverte, tout le monde pouvait s'inscrire, 122 000 l'ont fait. Vous choisissez le congrès. Alors, c'est quoi un débat quand on est un peu entre soi, entre militants ? Il faut aller à la télé à 4 ou 5 se disputer ou autre chose ? Alors, là encore, moi aussi, je souhaitais le débat le plus ouvert possible. Ça n'a pas été le cas, voilà, c'est un choix des militants, donc acte. Comment on fait maintenant ? Eh bien, les militants voteront. Et pour les faire voter et donner en fait envie aux autres qui ne pourront pas voter de voter ensuite pour nous, de nous rejoindre, il faut des débats. Par exemple à la télévision, par exemple ici sur Radio J, par exemple avec tous les candidats, les 2, 3, 4, 5 candidats qui seront qualifiés à l'issue de la récolte des parrainages. Alors un dernier mot sur ce congrès avant d'en venir à vos idées. Est-ce que Xavier Bertrand en fera partie ? On aura la réponse cette semaine. S'il se retire, il n'y a plus de sens à ce congrès. S'il dit, bon moi je vais voir les Français, on se retrouve au premier tour. Non mais non, c'est pas qu'il n'y a plus de sens, c'est que bon, Xavier Bertrand a sa stratégie personnelle. Moi, je le vois d'ailleurs cette semaine pour en parler. Je pense qu'il aurait intérêt, et nous aurions intérêt collectif, à ce qu'il soit dans la primaire, enfin dans ce congrès, parce que effectivement, les choses seraient plus claires. Ce qui est certain, c'est que si à l'issue du congrès, nous restons avec 2 candidats le 1er janvier ou le 1er février, nous avons perdu. Donc de toute façon, il faudra qu'on ait un accord politique avec Bertrand si Bertrand ne vient pas dans cette primaire. On ne peut pas faire autrement. 2 candidats au premier tour, c'est la certitude que la droite n'est pas au second tour. Donc ça pourrait être un candidat désigné par les LR le 4 décembre qui se rallierait à Bertrand s'il a 10 points d'avance dans les sondages en février. Ou le contraire. Ou le contraire. Ouais. C'est ce que vous allez lui dire cette semaine en le rencontrant ? Oui, mais je lui ai déjà dit, bien sûr. Il n'y a rien de nouveau. Je continue à dire que 2 candidats de la droite et du centre au premier tour, c'est l'assurance de ne pas être au second tour. Commençons par la parole du médecin dans votre projet. Vous voulez supprimer les déserts médicaux. Alors moi, je vous propose une solution. On va dans la Côte d'Azur où s'entassent les médecins et on en affecte certains à la Creuse, à la Corrèze ou à la Seine-Saint-Denis. Oui, enfin, ce sort de dirigisme, à mon avis, ne va pas bien fonctionner. Non, mais il y a d'autres solutions. Il y a plusieurs pistes. Une des premières pistes, c'est quoi ? Je vais vous donner 2 chiffres, vous allez comprendre. Il y a 1800 maisons de santé en France, 1800. Il y a le double de médecins généralistes qui sortent des facultés de médecine chaque année, le double.
Il y a 3-4 ans, on a créé un nouveau système pour toutes les spécialités, sauf la médecine générale. On demandait à toutes les spécialités, à la fin de leur internat, de faire une année supplémentaire qu'on appelle de docteur junior. Ils sont docteurs, ils ont leur thèse, ils sont jeunes médecins et on les affecte pendant 1 an obligatoirement dans les hôpitaux de France. Toutes les spécialités, sauf la médecine générale, pour aider les hôpitaux à fonctionner en réalité. Parfaire leur spécialité et aider les hôpitaux à fonctionner. On va faire pareil. Moi, je ferai pareil avec les généralistes. Je demanderai à tous les jeunes médecins généralistes qui ont fini leur internat de faire une année supplémentaire de docteur junior, de jeune docteur. Et cette année, elle se fera dans les maisons de santé. En moyenne, je peux garantir qu'on aura plus de médecins généralistes par maison de santé en France grâce à ce système. Et puis au fur et à mesure, le système va avancer. Chaque année, vous en aurez 2 nouveaux qui vont arriver. Au bout d'1 an, certains partiront, iront s'installer, d'autres resteront. Et ainsi, nous arriverons à vaincre les déserts médicaux. Deuxième idée, je suis très rapide, Christophe Barbier, dans des tas de pays, je pense au Canada en particulier, on a demandé aux infirmiers, on a formé des infirmiers pendant une année supplémentaire à suivre des maladies chroniques. Si vous avez une hypertension artérielle, vous voyez votre médecin 2 fois par an pour qu'il vous prenne votre pression artérielle, vous change votre ordonnance, etc. Ça peut être fait par un infirmier formé spécialement pendant 1 an, et c'est ce que je ferai aussi pour décharger les médecins. Vous souhaitez 30% de médecins en plus par rapport à aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va devoir recourir à l'immigration de médecins? Il y en a déjà pas mal, venant de Roumanie ou d'Afrique. Non, il faut au contraire former des médecins en France. On a beaucoup de jeunes qui veulent faire médecine, qui ne peuvent pas parce qu'on a un concours idiot. En particulier l'année dernière, ça a été le summum de l'idiotie avec des tas de jeunes qui avaient plutôt bien réussi le concours et puis sur une épreuve à la noix ont été recalés. Il faut que nous formions, quand je dis 30%, en réalité, il faudra le parfaire le chiffre, mais à mon avis, c'est peut-être même beaucoup plus. Pourquoi? Parce que dans 30 ans, vous aurez des spécialités dont vous n'imaginez même pas l'existence aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Moi, je suis urgentiste. Il y a 30 ans, il n'y avait pas d'urgentiste. Comment je suis devenu urgentiste? On m'a pris, j'étais anesthésiste, on m'a pris dans le pool des anesthésistes et on m'a fait devenir urgentiste. Un anesthésiste en moins. Il n'y avait pas de gériatre il y a 30 ans. Il y avait des tas de spécialités qui n'existaient pas et qui demain existeront dans 30 ans. Eh bien, ça ne doit pas se faire au détriment des autres. C'est pour ça qu'il faut former beaucoup plus de médecins qu'aujourd'hui. Quand je dis 30%, c'est peut-être le double même. Vous proposez également pour l'immigration la fixation chaque année d'un quota au Parlement en fonction des besoins de la France. Mais est-ce que ça sera un quota par profession? Et comment allez-vous éviter l'accusation de pillage des cerveaux si vous allez prendre au Sénégal des ingénieurs ou des médecins ailleurs? Alors d'abord, c'est déjà le cas. Comme vous le savez, par exemple, j'ai souvenir de ce chiffre absolument incroyable de la Tunisie, qui un jour, nous a envoyé ses médecins en formation, des anesthésistes en formation. À l'issue de l'année, aucun n'est retourné en Tunisie. Donc il y a un vrai sujet. Tout ça doit se faire en coordination, évidemment, avec les pays d'origine. Mais je crois que l'immigration n'est pas un droit. L'immigration n'est jamais un droit. La France a le droit de décider qui vient sur son territoire et nous devons faire venir sur notre territoire les gens dont nous avons besoin. Vous voulez limiter les aides au développement aux pays qui ne respecteraient pas leurs accords avec la France, notamment la reprise des clandestins. Mais attendez, si vous limitez l'aide, vous augmentez la pauvreté sur place, les candidats à l'émigration vont se multiplier, ils vont tous venir. Alors une des questions, vous savez, c'est comment fait-on respecter le droit d'asile en France? Quand vous êtes récusé du droit d'asile, c'est la très grande majorité des gens qui demandent le droit d'asile, vous ne retournez jamais dans votre pays d'origine parce que votre pays d'origine ne veut pas vous prendre. Comment on fait? Bien d'abord, on agit sur les visas, comme l'a fait Emmanuel Macron avec l'Algérie. C'est très bien, moi je l'ai félicité. Il faut aller même plus loin et appliquer cette politique à tous les pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants. Deuxièmement, il y a l'aide au développement. Il faut taper sur l'aide au développement, il faut taper au porte-monnaie. Même si ça appauvrit les pays et que ça accroît le problème. Mais comment voulez-vous faire pression sur les pays si vous avez des mesures qui ne font pas pression, justement? Donc il faut faire pression sur les pays. Et puis il y a une troisième mesure qu'on utilisera si vraiment on n'y arrive pas. J'en vois tous les défauts, mais qui sera très efficace. Comme vous le savez, quand vous travaillez en France en tant que travailleur immigré, vous envoyez une partie de vos économies au pays. Il y a des pays, je pense au Sénégal justement, que vous imaginez, je crois que c'est environ 10% du PIB qui est lié à la remigration des fonds qui reviennent des travailleurs étrangers. Eh bien, ces fonds ne sont pas taxés aujourd'hui. Ça fait partie des seuls mouvements internationaux qui ne sont pas taxés. Moi, je souhaite qu'il y ait une taxe qui soit à la hauteur du refus du pays d'origine de reprendre leurs ressortissants. Vous voulez réorienter 200 000 emplois administratifs vers des emplois au contact direct avec le terrain en 5 ans. Bref, on prend quelqu'un dans un bureau et on essaye d'en faire un policier ou une infirmière. Un des grands drames, c'est pas tout à fait ça, un des grands drames de la droite et du centre, c'est que nous avons beaucoup raconté d'idiotie concernant les services publics ces dernières années. Moi, je crois que les services publics, c'est une des colonnes vertébrales du pays. Et je suis le candidat des services publics. Je crois que les services publics, c'est un facteur de prospérité du pays et de stabilité du pays. Comment fait-on, nous qui n'avons plus d'argent? Eh bien, vous
vous avez 5,2 millions de fonctionnaires. Je peux vous dire par expérience de la fonction publique hospitalière et de la santé en général, je regarde les agences régionales de santé, qu'on pourrait probablement assez facilement reprendre 200 000 fonctionnaires qui existent déjà, reprendre leur poste, pas eux-mêmes, leur poste budgétaire, et réaffecter ces postes budgétaires à des emplois qui sont au contact des Français. Par exemple, les agences régionales de santé, faisons-les maigrir et utilisons ces emplois pour payer des aides-soignantes ou des infirmières à l'hôpital. Vous savez qu'à l'hôpital public, il y a autant d'emplois administratifs équivalent temps plein que d'équivalent temps plein de médecins. C'est absolument fou. On est dans un système hyper bureaucratisé, il faut le débureaucratiser. Une police municipale avec vous serait installée obligatoirement dans chaque ville de plus de 10 000 habitants pour couvrir, dites-vous, les tâches de la police nationale, quasiment à égalité de fonction, avec sans doute d'ailleurs une police armée, du coup, c'est la fin du régalien. Il y a 20 ans, moi je suis maire depuis 20 ans, il y a 20 ans, quand on m'avait dit tu feras une police municipale, j'avais dit mais jamais de la vie, la police c'est l'État. Je vois aujourd'hui que l'État se désinvestit de tout, y compris des polices. Et donc, moi, j'en tire les conséquences. Donc, dans chaque ville de 10 000 habitants, il faudra une police municipale. C'est ainsi, à la condition que cette police ait les mêmes prérogatives que les policiers nationaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Eh bien, nous alignerons les statuts et évidemment, ils seront armés et évidemment, ils auront les mêmes moyens d'action que la police nationale. Vous préconisez enfin d'abandonner le processus de rapprochement des caisses de retraite. Pourtant, on avait l'impression que le rapprochement des caisses de retraite, la fin des régimes spéciaux, c'était un processus d'égalité. En fait, quand la loi sur les retraites a failli passer, comme vous savez, elle n'est pas vraiment passée, ils ont arrêté le processus, très clairement, on a vu le truc. Ils ont essayé de faire main basse sur des régimes spéciaux qui étaient excédentaires pour nourrir la caisse déficitaire du régime général. Moi, je crois que le régime des retraites, c'est une des grandes réformes qu'il faut faire. Il faut passer à un autre système, au moins qu'on ait 10, 20, 30, 40% de capitalisation collective. Pourquoi ? Parce que chaque mois, quand moi je suis à la retraite et vous êtes actif, je vous prends 100 € dans votre poche pour me les donner à moi. Ça vous appauvrit de 100 € tous les mois pour me payer ma retraite. Dans un système avec un peu de capitalisation collective, comme ça existe d'ailleurs pour les fonctionnaires en France, en partie, eh bien je vous prendrai peut-être que 50 € et les 50 € de différentiel que je n'aurai pas dans ma poche, je les prendrai grâce aux dividendes de ces fonds de capitalisation. Il faut réformer notre système de retraite, c'est une très grande urgence. Philippe Juvin, merci, bonne journée. Merci beaucoup.